Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En Mode Naturo. Je suis Maude Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Nathalie Fagianelli. Bonjour Nathalie. Bonjour Maude, merci Merci. pour mon invitation. Merci d'avoir accepté parce que voilà, je sais que tu es quand même très occupée et que ton temps est assez compté. Donc vraiment, merci de nous accorder ce temps. Donc je vais te présenter brièvement, puis après, voilà, tu te présenteras comme bon te semble. Donc Nathalie est docteur en biologie, naturopathe, phytoaromatologue et spécialisée dans l'accompagnement des troubles féminins. Et c'est justement pour parler mycose, vaginose, cystite, en lien avec les microbiotes, donc qui est quand même ton domaine de prédilection. Donc après, voilà, annoncer comme ça, c'est pas très glamour, mais ça touche quand même un nombre assez conséquent de femmes, et c'était justement pour lever un petit peu les tabous et surtout suggérer des pistes pour optimiser justement l'équilibre microbiote et puis voilà, un accompagnement qui soit phytothérapeutique et même en complément de certains traitements allopathiques. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va vous partager dans cette vidéo. Et je te remercie encore vraiment de nous offrir généreusement voilà, tes connaissances. Et donc Nathalie, si ça te convient, je t'invite à te présenter. Et puis si tu peux nous dire justement comment tu es venue en en terminant un doctorat en biologie, se dire tiens, je vais m'intéresser au microbiote des femmes et en lien avec des problématiques de mycose vaginocystite. C'est peut-être pas forcément une trajectoire qui paraît très linéaire. Et voilà, donc je t'invite à nous dire un petit peu tout ça. Oui, merci déjà pour cette introduction. Donc effectivement, je suis docteur en biologie au départ. J'ai continué à me former ensuite micronutrition, phytothérapie, aromathérapie, naturopathie. Donc je suis thérapeute installée aujourd'hui en cabinet. J'ai aussi une partie de rédaction de contenu et d'articles scientifiques. Et puis je suis formatrice dans différents instituts de formation. Et c'est vrai que j'ai eu un parcours pas forcément très linéaire, mais qui se rejoint finalement. Et mon bagage au départ de doctorat me sert encore aujourd'hui. Donc, pourquoi effectivement j'ai voulu me spécialiser un petit peu plus dans l'accompagnement de la femme, donc tout ce qui est déséquilibre hormonaux et puis au niveau des déséquilibres des microbiotes urogénitaux. Alors, il y a déjà des causes personnelles aussi dans mon vécu, dans mon parcours de santé, où j'avais pas la réponse dans un parcours allopathique classique. Où, du coup, j'ai creusé, j'ai essayé de comprendre en fait ce qui pouvait poser problème. Et puis être confrontée autour de moi, que ce soit la famille, des amis d'amis, où c'était des problématiques qui finalement touchent énormément de personnes, où on se sent souvent très seul, on n'ose pas forcément parler de cette problématique, alors que ce soit aussi l'infertilité auquel je m'intéresse pas mal, et puis cette problématique de cystite, mycose, vaginose à répétition, qui reste un sujet très tabou, dont on n'ose pas parler parce que ça touche quand même à l'intime, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et puis parce qu'on nous dit aussi, oui, bon, bah, c'est normal d'en avoir en tant que femme. Alors, ça peut être normal d'avoir un ou deux épisodes dans sa vie, mais d'avoir quelque chose qui est là, récidivant et qui revient tout le temps, non, c'est pas normal. Et il y a des choses à faire pour venir rééquilibrer le terrain et enrayer la situation. C'est vrai que ça touche plus d'une femme sur 10, c'est énorme quand même. Après, de toute façon, de manière générale, c'est pas normal d'avoir un problème. Même s'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce problème, ça restera un problème qui touche beaucoup de personnes, mais voilà, qui ne vont pas le banaliser. Et c'est vrai que c'est surtout le sujet tabou. Plus on en parle, en fait, justement, plus les personnes vont se dire, bah, c'est pas normal d'avoir cette problématique. Même si autour de moi, j'ai des collègues, des amis, de la famille qui étaient aussi confrontés à cette problématique, bah, ça reste une problématique avant tout et pour laquelle justement on peut apporter des solutions. Et donc voilà, justement, tu nous avais parlé aussi de ton expertise sur les microbiotes. Donc voilà, peut-être nous expliquer, parce que quand on parle microbiote, souvent il y a une analogie, microbiote intestinal, on a l'impression que bon, voilà, c'est un peu une vedette en ce moment, mais voilà, il n'y a pas que lui. Donc si tu pouvais nous dire un petit peu ce qu'il en Ouais, est. c'est vrai qu'on en parle beaucoup ces dernières années parce que ça a été la grosse révolution quand même de notre siècle, cette découverte sur ce que sont les microbiotes finalement, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y a ce microbiote intestinal qui est le microbiote central qui va gouverner tous les autres, mais après on a un microbiote urogénital, donc un microbiote spécifique au niveau vulvaire, un microbiote au niveau vaginal, un microbiote au niveau endométrial. On pourrait faire le parallèle aussi chez les hommes.
Qu'est-ce que c'est le microbiote? Ben, c'est un ensemble de micro-organismes, pas que des bactéries. C'est vrai que souvent, on a tendance à le réduire uniquement à un univers bactérien, ce qui n'est pas le cas. Il y a des archées, il y a des virus, il y a des protozoaires. C'est un ensemble de micro-organismes qui vivent en étroite symbiose finalement avec notre corps. Sans eux, on ne peut pas survivre et on n'est pas en bonne santé d'ailleurs dès qu'il y a un déséquilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre, effectivement, on peut basculer sur ce qu'on appelle un état de dysbiose, où là, potentiellement, où il y a des pathogènes qui ont réussi à prendre le dessus, à proliférer, où on a perdu certaines bonnes bactéries qui permettaient des fonctions intéressantes dans le corps. On a appauvri le terrain, il y a des perte de fonction, perte du bon équilibre du microbiote. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, dysbiose, ce n'est pas uniquement que des pathogènes qui prolifèrent, c'est aussi un terrain appauvri et qui peut faire le lit plus tard, effectivement, de pathogènes qui vont pouvoir prendre le dessus. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous citer quelques causes justement qui peuvent favoriser le basculement, on va dire, de l'eubiose à la dysbiose? Oui, il y en a beaucoup. C'est vrai que ça va être des causes finalement qui ne sont pas totalement inconnues. Si vous êtes déjà conscient de ce qu'est le microbiote intestinal, de tout ce dont on parle, le microbiote déséquilibré, les causes sont finalement les mêmes que ce soit au niveau urogénital. Alors, la première, ça va être effectivement l'alimentation, une alimentation très industrielle, trop sucrée, trop d'additifs, trop d'édulcorants, tout ce qui va nuire le microbiote. Ça, on va se retrouver aussi au niveau urogénital quand on va parler de candidose, quand on va parler de cystite. Il y a très souvent une alimentation qui est très déséquilibrée derrière. C'est un des premiers facteurs de risque. Mais après, pour ce qui est des cystites, on va aussi avoir le manque d'hydratation, pas suffisamment boire, effectivement. Mais ça, c'est tous des facteurs qui vont se rajouter l'un à la suite de l'autre. Je dirais, il n'y en a pas qu'un. D'aller creuser un petit peu tout ça. Le fait de se retenir d'uriner, se retenir d'aller à la selle ou avoir un terrain de constipation aussi. Se retenir d'uriner, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien dire aussi, de faire de la prévention primaire, même dans les écoles. En fait, j'entends trop d'enfants à qui on leur dit de se retenir d'uriner, de ne pas pouvoir aller faire pipi quand ils en ont envie. C'est un peu un problème aussi, parce qu'on retient ces urines, macération à l'intérieur. C'est pas quelque chose, nous, en tant qu'adultes, quand on a envie d'aller aux toilettes, on va aux toilettes aussi. Ça, c'est aussi quelque chose je trouve, à remettre dans l'éducation générale. Et on me dit souvent, j'ai pas le temps non plus d'aller aux toilettes. Ça, c'est aussi un problème, c'est une fonction naturelle, pas quelque chose où on va se retenir. Et puis après, il y a aussi tout ce qui va toucher effectivement à l'hygiène intime, alors soit un excès, soit une insuffisance, même si souvent dans une problématique de cystite ou vaginose, ça va plutôt être un excès, parce qu'il va y avoir des odeurs potentiellement désagréables quand on a une vaginose. Donc, on va vouloir aller laver à l'excès, voire aller sur des douches vaginales, des saunas, qui pour moi posent problème parce qu'on continue de déséquilibrer complètement le microbiote. Voire des produits par effet de mode aussi, où on a des produits d'hygiène intime où on nous dit qu'ils ont un pH adapté à la peau. Ok, mais alors qu'est-ce qu'il y a à côté comme parfum, comme additif, comme perturbateurs endocriniens, qui sont de réels perturbateurs du microbiote aussi en tant que tel. On a véhiculé cette image aussi de l'odeur corporelle où il ne faut pas qu'il y ait d'odeur du tout, ou alors il faut qu'il y ait une odeur de rose. Les odeurs intimes, elles sont là. Pourquoi vouloir les masquer? Pourquoi vouloir réajouter des déodorants, des savons, des parfums qui n'ont rien à faire au niveau d'une flore qui est fragile, au niveau d'une muqueuse et d'une flore vaginale ensuite qui est fragile. Et puis tout ce qui se rattache aussi à l'hygiène intime, pensez aussi aux protections hygiéniques. Toutes les protections jetables, enfin en tout cas la plupart, il peut y avoir un voile de coton bio et donc qui va être mis en avant par l'industriel, mais il peut y avoir tout un tas de, à nouveau, parfums, de colle, d'encre, qui sont aussi de véritables perturbateurs du microbiote, notamment des tampons qui peuvent être portés en dehors des périodes de règles et qui vont aussi déséquilibrer, assécher au niveau du microbiote. Ça, c'est des choses à aller questionner. Après, dans d'autres facteurs, grande famille de facteurs, il va tout ce qui est déséquilibre hormonal. Notre microbiote urogénital, il est très lié à notre équilibre hormonal. Nos œstrogènes au moment du cycle varient aussi en fonction du cycle. Les œstrogènes en excès, par exemple, peuvent être un terrain favorisant à une candidose. À certains moments de sa vie, c'est pour ça qu'on peut aussi être plus sujet à ces déséquilibres parce qu'on a des variations hormonales, notamment ça peut être au moment de la grossesse, au moment de la ménopause ou tout au début, au moment de la puberté. Donc on voit ce lien qui est quand même là avec les hormones, mais du coup d'aller questionner derrière, est-ce qu'il y a une contraception ou est-ce que quand il n'y a pas de contraception hormonale, est-ce qu'il y a un déséquilibre
hormonale qui peut être le lit derrière d'une candidose, d'une infection urinaire à répétition. S'intéresser au microbiote digestif, on l'a dit depuis le début, mais c'est quand même lui qui vient, c'est le chef d'orchestre de tous les autres. Donc, quand on a un déséquilibre au niveau urogénital, très très souvent, il y a un déséquilibre au niveau du microbiote digestif et intestinal. Donc là, on refait le lien avec l'alimentation, avec la digestion. Est-ce qu'on digère correctement? Est-ce que toutes ces fonctions-là se font bien? Et par proximité anatomique aussi chez la femme, c'est pour ça que voilà, on est plus sujette à avoir ce genre de déséquilibre. Rapport à l'homme, tout à fait. Ouais. Complètement. Et puis du coup, les règles d'hygiène qui s'y rattachent aussi. L'essuage quand on va aux toilettes, c'est la première chose qu'on apprend quand on est une petite fille, mais c'est quand même quelque chose d'important aussi parce qu'il y a cette proximité qui est là et qui peut être aussi la cause au moment de rapport sexuel, où souvent on dit d'aller effectivement uriner après un rapport sexuel, parce que le mouvement de va-et-vient et de germes ont pu être ramenés de l'anus jusqu'au vagin, et donc les éliminer en allant bien uriner après un rapport sexuel. Voilà. Et une petite anecdote par rapport à la cystite, moi j'avais appris, en fait, la cystite, on l'appelait la maladie de la maîtresse. Parce que justement, la maîtresse, quand elle est devant ses élèves, elle ne peut pas s'absenter et dire bon, écoutez, voilà, les enfants, moi je vais faire pipi. Et c'était voilà, une catégorie, enfin voilà, excuse-moi, je ne trouve pas le mot, une profession, voilà, un mot très compliqué, qui était vraiment sujette à développer des cystites pour cette raison-là. Donc pour ça, vraiment, la rétention d'urine, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître un petit peu anodin parce qu'on a toujours des choses à faire, on n'a pas le temps, mais c'est vraiment une règle de base et qui évite pas mal de problématiques. C'est ça. Ouais. Bien boire et ne pas se retenir d'aller uriner derrière. C'est deux choses qui sont... Et c'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose de mnémotechnique, c'est à chaque fois vous allez uriner, vous reprenez un grand verre d'eau, comme ça on vide, on remplit. Et c'est vrai que des personnes qui ont vraiment disent moi j'ai pas le temps, bah voilà, c'est quelque chose, ça va devenir un automatisme. C'est vraiment donner des petits outils pratico-pratiques. Et puis comme tu l'expliques si bien, l'idée c'est de faire une enquête pour trouver la cause de la cause, parce que là il peut y avoir 10 femmes qui auront la même problématique, mais avec 10 causes différentes. Complètement, ouais. C'est ça. Et puis, donc voilà, tu nous as parlé de pas mal de problématiques. Et en fait, parfois, il y a quand même besoin d'une visite médicale pour pas passer à côté de quelque chose qui est quand même, qui peut être plus... Complètement. De toute façon, ça, c'est important, notamment en cas de cystite, puisque ça peut très rapidement dégénérer en pyélonéphrite ou en infection plus grave au niveau des reins. Donc là, on ne tarde pas, on n'essaie pas de bricoler à la maison si on voit que ça tarde, qu'en plus il y a de la fièvre, des symptômes importants. Forcément, on va consulter. Et je dirais même quand ça devient, ça revient de manière chronique, c'est pas le tout d'avoir chez soi son petit sachet d'antibiotiques qui avait été donné la dernière fois, d'accord, mais est-ce que c'est le même germe? Est-ce que c'est la même chose? Pour moi, c'est toujours important d'aller consulter, d'aller faire un examen qu'on appelle un ECBU en cas de cystite, vérifier quels sont les germes qui sont en cause. Est-ce que c'est effectivement ce qu'on appelle une vraie cystite, donc une cystite avec un germe bactérien, ou est-ce qu'on est plutôt, quand c'est de la récidive, à faire la distinction avec, entre guillemets, une fausse cystite ou une cystite interstitielle, potentiellement liée à une vessie irritée, à de l'inflammation, à un terrain auto-immun derrière. Mais ça, il faut pouvoir effectivement le mettre en évidence au niveau médical avant derrière d'aller pouvoir accompagner en parallèle du traitement qui aura pu être donné ou du diagnostic en tout cas. Et est-ce que tu fais des liens avec l'émotionnel? Parce que c'est vrai que voilà, tout ce qui urine, on reste quand même des animaux, donc marquage de territoire. Est-ce que pour toi c'est pertinent? Est-ce que tu en parles? C'est vrai que tout à l'heure, c'est une cause que je n'ai pas évoquée dans toute la liste des causes que j'ai commencé effectivement à dire. Il y a ce côté très émotionnel qui peut être là aussi, qui est très lié au stress et qui est très lié dans le côté symbolique. La cystite, c'est aussi le problème de ne pas se retrouver dans son territoire, d'être, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, de ne pas avoir sa place en tant que personne. Peut-être réfléchir aussi effectivement là-dessus. Pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas à prendre ma place ou est-ce qu'on vient empiéter sur mon territoire, sur mon espace propre, mon espace intime?
peut être aussi un refus au niveau de relations intimes qui se passent mal, qui sont aussi liées effectivement derrière à une cystite. Donc il y a tout un côté symbolique lié au territoire et à sa place en tant que personne qui peuvent être questionnés. Ouais. Et puis après, de manière générale, tous nos sphincters, ils sont sous dominance du parasympathique. Donc voilà, s'il y a une dystonie, c'est Ouais. vrai que ça peut aussi perturber la bonne vidange de la vessie. Mm. S'il n'y a pas un relâchement complet du sphincter, Ouais. ça c'est aussi quelque chose qui peut être étudié. Bon, évidemment, là, on a énoncé pas mal de pistes, mais bon, on n'a pas forcément tout ça. Et des fois, Mm. on peut tomber sur la bonne piste du premier coup. Et des fois, il y en a plusieurs qui se cumulent. Donc, des fois, ça peut être un petit peu plus long. C'est ça. Parce que voilà, nous, les choses qu'on peut proposer, bah, voilà, c'est plutôt sur du long terme. On ne va pas appuyer sur un bouton et tout va être résolu. Donc, ça, il faut peut-être expliquer que ça va être en association avec les conseils d'hygiène de vie qu'on pourra prodiguer. Voilà, que nous, on donne des conseils, mais que la personne, elle reste quand même proactive. Ouais, Voilà, ça me semble complètement. assez important. Et qu'est-ce que voilà, tu pourrais, toi, enfin, quels sont tes outils plutôt, parce que voilà, tu as quand même tellement d'outils dans ta petite caisse, dans ta petite trousse. Donc, tu es plutôt phyto, tu es plutôt aroma, enfin bon, l'aroma, c'est une branche de la phyto, mais voilà, où c'est plutôt de la micronute, c'est une combinaison de tout ça. Bon, évidemment, c'est individualisé, mais d'une manière générale, dans ta pratique, qu'est-ce que tu utilises de manière préférentielle? Bon, en accompagnement des règles d'hygiène de vie, Ouais. voilà. Enfin, ça, je mène déjà ma petite enquête de détective, essayer de retirer un peu le fil rouge, d'essayer de trouver un peu les causes, ce qui va poser problème. Moi, en tant que thérapeute, les personnes, elles viennent pas au moment où elles ont une cystite et au moment où c'est compliqué. Là, elles sont déjà allées voir leur médecin, elles ont essayé de mettre des choses en place. Elles viennent souvent quand effectivement il y a un terrain récidivant, que ça arrive tous les mois. Et donc là, voilà, on va mettre en place On a matière déjà étudiée. voilà, pour essayer d'enrayer les choses, en sachant qu'effectivement, plus il y a une antériorité assez longue, plus ça fait des années qu'elles ont des épisodes de cystite, plus derrière, effectivement, le temps d'accompagnement risque d'être un petit peu long aussi pour réussir à enrayer la situation et surtout à retrouver un microbiote sain, puisque c'est quand même ça à la base aussi. Pourquoi est-ce que le pathogène, il arrive toujours à s'y implanter? Bah parce que le terrain, le jardin est à l'abandon et il va falloir ressemer les bonnes graines pour que le microbiote se rééquilibre. Donc là-dessus, effectivement, j'ai ce côté un peu déjà alimentation, je trouve que c'est quand même la base parce que c'est une de nos fonctions vitales et c'est par là pour moi qu'on apporte ce dont le corps a besoin pour rééquilibrer au niveau intestinal tout d'abord et du coup derrière la flore urogénitale. Et puis après, j'ai des petits outils effectivement en micronutrition, notamment si j'ai décelé certaines carences au niveau du bilan que je peux faire, carences micronutritionnelles d'aller avec les plantes ensuite, qui sont un véritable outil pour moi, alors que ce soit la phyto ou que ce soit l'aroma. En aroma, je suis par exemple en massage au niveau bas ventre, bas du dos. En phyto, je vais être plus sur des formulations par exemple comme de la tisane, des teintures mères, des extraits de plantes qui ont un véritable effet d'ailleurs qui est même prouvé au niveau de la cystite et notamment quand elle est récidivante pour venir casser ce qu'on va appeler les biofilms. En fait, souvent quand c'est récidivant, c'est aussi que le pathogène, il a réussi à faire des petits boucliers autour de lui, à s'enfermer dans une grande muraille et que les antibiotiques n'arrivent même plus à franchir cette muraille-là. On n'arrive plus à aller attaquer ces pathogènes. L'avantage d'allier l'antibiotique qui va être donné par le médecin avec les plantes en les choisissant judicieusement, il y a par exemple, on pense à la propolis et la canneberge, donc vraiment les deux ensemble, pour venir lever la résistance aux antibiotiques, casser cette grande muraille de forteresse des pathogènes pour que l'antibiotique derrière puisse agir et qu'on arrive à enrayer complètement l'infection et une meilleure efficacité. Et les plantes, elles agissent jamais toutes seules. En fait, quand je vais donner ces plantes-là, effectivement, on va aller agir par exemple sur le biofilm, sur la meilleure activité des antibiotiques, et puis renforcer le terrain immunitaire, soulager au niveau inflammatoire, rééquilibrer différentes fonctions. Donc c'est vrai que j'aime bien utiliser les plantes pour ça. Ouais. Après, moi, par rapport au biofilm, je donne toujours l'exemple justement du film étirable, tu sais, quand on recouvre les plats
Et c'est vrai que si tu mets de l'eau dessus, ça va pas pénétrer. Et je prends un peu cet exemple-là, qu'on doit percer justement ce film protecteur. Après, voilà, tu as parlé d'antibiothérapie qui peut être proposée par le médecin. Et puis, est-ce que tu as remarqué, voilà, un petit peu comme pas mal de femmes en général, quand elles viennent vers nous, c'est qu'elles ont développé potentiellement une antibiorésistance ou que vraiment elles se sont vraiment rendu compte que ça a aggravé au bout d'un moment la problématique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, voilà, par quel mécanisme, s'il te plaît? L'antibiorésistance, alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement déjà le fait qu'il y ait eu ces biofilms qui se soient formés, donc l'antibiote ne fonctionne plus. Après, on a pu aussi avoir des souches qui finalement n'étaient pas détruites la première fois par l'antibiotique parce qu'elles étaient résistantes, et c'est celles-là qui vont se multiplier et du coup rester là sur les infections suivantes, donc avoir des souches résistantes aux antibiotiques. Les antibiotiques, à chaque fois, voilà, ce sera un antibiotique un petit peu plus fort. ouais, c'est ça, un peu plus fort, différent. Et même si on a souvent quand même des antibiotiques assez large spectre, mais ils détruisent aussi le reste des bactéries, donc pas uniquement le pathogène. Donc c'est vrai qu'on a appauvri la flore commensale, la bonne flore entre guillemets, qui permettait aussi de faire elle-même compétition à certains pathogènes. Donc important d'aller rééquilibrer la bonne flore à côté, réensemencer correctement pour que naturellement cette flore puisse faire compétition aux pathogènes. Bon, alors la question centrale, probiotique ou pas probiotique? Pour moi, c'est pas l'outil numéro un. Probiotique, c'est pas quelque chose de magique si à côté de ça, on n'a pas aidé à rééquilibrer le terrain, l'alimentation, trouver la cause du problème. Ça peut être un outil en plus, effectivement, qui vient aider à réapporter quelque chose de plus, mais en choisissant des souches correctes. En fait, les souches souvent qu'on a étudiées dans la littérature pour une cystite à E. coli, par exemple, c'est pas forcément celle qu'on va retrouver dans les probiotiques du commerce aujourd'hui, où d'ailleurs les noms des souches complets sont pas indiqués. Voilà, donc, tout dépend ce qu'on va déjà choisir comme souche de probiotiques. Ça peut être quelque chose en plus, mais c'est en tout cas pour moi pas la seule solution. C'est pas automatique, c'est vrai ça. Voilà. Mais parce que c'est vrai qu'il y a souvent des médecins qui donnent l'antibio et l'ovule avec des probiotiques. Et voilà, la personne se dit, ah, mais bon, c'est bon, voilà, j'ai rééquilibré, j'ai nettoyé, mais j'ai rééquilibré. Mais en fait, c'est pas si simple. Et Mm. voilà, après, on en a parlé probiotiques, mais c'est vrai qu'on peut parler aussi mucus. Mm. Ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est vrai que c'est Ouais. quelque chose qui est quand même assez important, parce que justement, si on donne des probiotiques, l'idée c'est qu'ils s'implantent un minimum, mais s'il n'y a pas de mucus, ça va moins bien se passer. C'est ça. Et surtout qu'il s'implante, pour moi, c'est quelque chose de transitoire. Oui, tout à fait. Il va agir pendant le temps de la prise, quelques jours juste après, mais c'est pas quelque chose qui va rester durablement. Et effectivement, si on Ni n'a dans pas, l'intestin, ni voilà, ni c'est. ailleurs d'ailleurs, oui, oui, complètement. Ce mucus, c'est effectivement toutes nos muqueuses. Donc, on a une première couche, plusieurs couches d'ailleurs de cellules. Au-dessus, on a ce qu'on appelle un mucus protecteur, un petit peu comme un gel qui va retenir également les bonnes bactéries. Il est formé, entre guillemets, aussi avec les bonnes bactéries. Si ce mucus-là, il ne se forme pas correctement, on n'arrive pas à ce que le microbiote puisse s'y implanter et puisse avoir du coup notre environnement qui soit sain. Donc ça vaut au niveau intestinal et ça vaut aussi au niveau effectivement urogénital. Et c'est aussi le lien à aller s'intéresser, est-ce que cette synthèse de mucus, elle se fait correctement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs, notamment au niveau génétique, qui peuvent impacter cette bonne synthèse de mucus? Je pense notamment au gène FUD2, dont on commence pardon, quand même pas mal à parler. Et effectivement, des cystites à répétition, des vaginoses, des candidoses à répétition, s'interroger effectivement sur cette mutation du gène FUD2 qui peut impacter du coup la bonne formation de cette couche protectrice de mucus et donc une implantation d'un microbiote sain. Bah, aussi, tout simplement des personnes qui prennent des probiotiques et qui ne constatent Exactement. aucun effet, bah, c'est justement parce que, enfin, moi, je prends toujours des exemples vraiment assez basiques. En fait, je dis que voilà, nos bactéries, elles ont besoin d'un petit nid douillet, d'un Oui, bon nid douillet, pardon, pour s'implanter. Sinon, voilà, ça sert à rien du tout. Elles resteront pas sur place. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, on en parle de plus en plus de ce mucus, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup et je le prends vraiment en considération.
Et puis après, voilà, quand on parlait d'émotionnel, c'est vrai que ça impacte pas mal aussi la qualité du mucus quand voilà, un cortisol qui est un petit peu haut. Donc, ok. Bon, écoute, je trouve qu'on a déjà quand même pas mal de pistes. Donc, pour résumer, donne-nous, s'il te plaît, les conseils vraiment prépondérants en prévention, s'il te plaît. En prévention. Déjà, bah, on l'a dit, effectivement, la bonne Ouais. hydratation. Justement, voilà, tu nous as donné plein d'infos. Donc, Attends. maintenant, on récapitule. Ouais. Donc, hydratation, une alimentation correcte en évitant tout ce qui est industriel, édulcorant, composé de synthèse, et puis en ayant les apports corrects. On pourrait reparler des oméga 3, effectivement, tout ce qui est molécules anti-inflammatoires, des vitamines, des minéraux, un soutien en vitamine D aussi qui sera essentiel, notamment pour l'équilibre au niveau de nos muqueuses et du mucus, effectivement. Son hygiène intime sans excès. On évite tout ce qui est parfum, savon industriel non adapté, plus déodorant, plus sauna vaginal, toutes ces pratiques qui n'ont rien à faire là. On ne fait pas une hygiène excessive et on ne lave pas son vagin. C'est quelque chose qui est censé être auto-nettoyant par les sécrétions. On vient laver en externe, mais on ne fait pas de douche vaginale en tout cas. Réfléchir peut-être à la contraception aussi, avoir une discussion avec votre gynécologue ou avec votre sage-femme, ça peut être aussi une des causes de déséquilibre et donc peut-être voir s'il faut la changer, mais garder ce point quand même, ce point en tête. L'équilibre émotionnel, ben voilà, on a vu effectivement que ça pouvait avoir un impact. Bon, c'est toujours important d'aller le considérer aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, et puis effectivement, quand on a déjà un terrain chronique, ça peut être d'aller choisir les bonnes plantes à prendre peut-être en petite cure une dizaine de jours par mois, par exemple, en prévention de la prochaine récidive, mais pour essayer de rééquilibrer effectivement un petit peu le terrain en plus euh, quand on a déjà un passif compliqué. Et puis bah, après, voilà, pour élargir un petit peu aussi, s'intéresser du côté du digestif, parce que souvent, c'est un petit peu le réservoir, on va dire. Et donc ça, c'est vrai que c'est toujours, c'est bien d'agir localement, mais de voir si la cause est Ouais. peut-être distale ou... Ouais. Bah, Donc, s'il y a candidose, s'il y a constipation, enfin pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise digestion? Pourquoi est-ce qu'il y a de la dysbiose au niveau intestinal? Tout au départ et rechercher du coup les causes de cette dysbiose intestinale, mais ça va effectivement être un point majeur. c'est pour ça que tu disais que Mm. c'est surtout sur le long terme, parce que là, bah, le but, c'est quand même de soulager assez rapidement, mais en envisageant bah, de traiter la cause, et puis ça se fait de manière séquentielle la plupart du temps, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, et voilà, on ne peut pas donner énormément de choses. La personne, elle ne sera pas capable de tout prendre, et le corps, il ne pourra pas les métaboliser non plus. Il faut un peu laisser le temps de remettre, justement, quand tu parlais d'équilibre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important aussi à expliquer aux personnes, parce qu'on n'a pas une baguette magique et voilà, on ne fait pas compétition avec l'allopathie où c'est quand même l'effet est quand même assez immédiat, mais le terrain n'a pas du tout été équilibré parce que c'est pas le même objectif non plus, hein. Donc voilà, on est plutôt complémentaires et voilà, faut prévoir quand même du temps long. Bah, écoute, je trouve qu'on a vraiment beaucoup d'infos, donc merci beaucoup. Et puis bah voilà, comme tu donnes vraiment des conseils judicieux, est-ce que tu peux nous dire pour les personnes bah, qui souhaitent avoir plus d'informations et puis bah, bénéficier de ton accompagnement? En fait, tu l'as pas trop précisé au début, mais ton cabinet il est à Lille. Oui, c'est ça. Maintenant, tu ne l'as pas dit, enfin moi je le sais évidemment, mais les personnes qui nous regardent, elles ne le savent pas forcément. Et puis bah, voilà, tu organises des ateliers, est-ce que tu peux nous en parler? Enfin, tu as tellement d'activités qu'on s'y perd un peu, donc voilà, vas-y, dis-nous ce qu'il y a de prévu prochainement, Ouais. déjà localement, parce que après, les choses un petit peu plus éloignées dans l'année, parce que tu as vraiment un agenda bloqué jusqu'en octobre-novembre, donc voilà, déjà prochainement où on peut te retrouver.
Oui. Alors effectivement, j'ai déjà 2 cabinets en région lilloise, La Madeleine et Ouascal. Après, je fais aussi un peu de téléconsultation quand il y a besoin. J'organise des ateliers grand public assez souvent sur des thématiques diverses. Là, les prochains, c'est plutôt sur l'accompagnement à la fin de grossesse et postpartum, par exemple. Des choses plus spécifiques en phytothérapie, préparation d'une tisane, comment est-ce qu'on fait, quelle plante on choisit pour quelle propriété. C'est pour le grand public, ça. Oui, ça c'est pour le grand Et public. c'est dans des cabinets ou dans des associations ou des magasins bio, je sais pas. Oui, ça peut être cabinet et puis des centres dédiés. Je pense au centre Utopia, par exemple, à la Madeleine. Ouais. Il y a les deux. Toutes les infos sont effectivement De toute sur façon, mon je les site. mettrai dans le lien de la vidéo pour qu'on puisse retrouver facilement. Donc Et ça, ça, ouais. c'est ça. Et puis après, j'ai plutôt une activité aussi plus en lien avec les thérapeutes, plus de formation. Donc là, il y a aussi des choses dans les prochains mois. Bah, le mois prochain, c'est à nouveau une formation que je donne chez I2F, donc Institut de formation à la fertilité, qui est organisé par Marion Vallet. Donc c'est une formation que j'ai construite justement autour des microbiotes urogénitaux, des liens avec l'équilibre hormonal dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, et puis ce lien effectivement cystite, vaginose, mycose à répétition, euh, comment prendre en charge et comment les accompagner, donc là plutôt à destination des professionnels de santé et des thérapeutes. Parce qu'il faut certains prérequis quand même pour aborder de manière assez juste et précise cette problématique. Donc c'est pour ça que pour le grand public, c'était peut-être pas, on pouvait pas donner des infos très pertinentes par rapport à ça. Et bon, écoute, super. Et puis après, bah, voilà, il y a un organisme qu'on aime particulièrement toutes les deux, donc c'est DFM. Et Oui. puis bah, là, bah, dis-nous, qu'est-ce que tu vas nous proposer prochainement? Il y a deux, 2 événements. ouais, Ouais. Donc en mai, le 4 mai, j'anime une formation sur ce qu'on appelle bibliopratique. Donc comment faire de la bibliographie efficacement, où est-ce qu'on va chercher les études, comment est-ce qu'on reconnaît la qualité d'une étude, comment est-ce qu'en pratique on peut l'utiliser, nous en tant que thérapeutes, les sources d'information, que ce soit pour la transmission avec les personnes qu'on accompagne, et puis dans le dialogue qu'on peut avoir avec les professionnels de santé avec qui on travaille, et puis de rester finalement toujours à jour dans sa pratique. Mais comment faire le tri entre aujourd'hui le flux d'informations qu'on a et la qualité qu'on peut avoir derrière de la formation trouvée. Et en fait, ta casquette de docteur en biologie, donc voilà. Donc ça, c'est super. Et puis après, il y a un autre événement aussi en fin d'année. Oui, c'est ça. En octobre, les 7-8 octobre, là, je suis invitée par DFM pour un grand congrès qui s'appelle Hormonopratique qui aura lieu à Paris avec d'autres thérapeutes, voilà, sur l'équilibre hormonal. Oui. Ouais. On peut citer donc il y aura le docteur Résimon, il y aura Clara Materme, qui est une nutrithérapeute en Belgique, donc Guénaël Abéguillet et Bruno Méret, qui sont les fondateurs de DFM, Florence Salic, pardon, qui est docteur en pharmacie, Véronique Mounier, qu'on ne présente plus, Chris Boyer, qui est docteur en biologie aussi, je crois. Oui, ouais, enfin bon, enfin, c'est déjà pas mal Et comme. je crois aussi. Ah oui, Mario Vallée, effectivement. Donc voilà, vraiment voilà, des protagonistes de qualité. Et ton intervention, c'est les microbiotes et la santé. C'est plus spécifiquement entre guillemets une sous-partie du microbiote intestinal, mais ce qui s'appelle l'estrobolome, voire endobolome, et les liens avec l'équilibre hormonal. D'ailleurs, je me permets de citer un excellent article que tu avais écrit pour l'association Endopec Co. Et voilà, justement, tu abordais ce sujet de manière assez précise, enfin très précise, pertinente. Et je le partage souvent à mes consultantes parce que voilà, elles se disent, ah oui, quand même, effectivement, il y a un vrai sujet et c'est vraiment agréable voilà, au moins, ça refait un petit peu le lien avec la formation que tu vas donner pour DFM, avec toute la biblio, les références des publications. Au moins, on est sûr de ce qu'on avance et c'est sécurisant aussi pour nos consultants, quoi. Merci. Voilà, merci à toi. Est-ce que on a fait le tour? Est-ce que tu souhaitais ajouter un mot de la fin? Dis-nous tout. Ouais, je vais peut-être ajouter un mot dont je n'ai pas vraiment parlé avant, mais quand il y a un déséquilibre au niveau des microbiotes urogénitaux, c'est toujours pour moi à prendre en charge parce que ça fait le lit aussi d'autres pathologies derrière. Quand on a un terrain déséquilibré au niveau du microbiote vaginal ou microbiote urinaire, c'est aussi une porte d'entrée pour les infections sexuellement transmissibles, pour une infection à HPV, et c'est aussi une des causes potentielles d'hypo ou d'infertilité derrière
Donc, on peut avoir des vaginoses qui passent de manière asymptomatique, mais un microbiote qui est déséquilibré et qui va faire le lit derrière de problématiques au niveau de la fertilité. Ça peut être l'explication de certains échecs en FIV, par exemple, pour des parcours PMA, ou une mauvaise implantation au niveau embryonnaire parce que ces microbiotes sont déséquilibrés. Donc pour moi, c'est voilà, insister sur le fait que soutenir, avoir un bon microbiote au niveau vaginal, endométrial, vulvaire, c'est important pour la santé de la femme dans sa globalité. Bon, c'est vraiment de la prévention au sens large, en fait. D'accord. Ok. Bah écoute, je pense qu'effectivement, ces derniers points étaient super importants et je te remercie de l'avoir apporté. Donc, bah, pour résumer, déjà un grand merci pour toutes les informations précieuses que tu as partagées avec nous. Et puis, bah, je mettrai tous les liens pour retrouver ton actualité, les diverses formations et ateliers que tu proposes dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, bah, les personnes qui souhaitent te contacter, elles le feront directement. Merci pour tout. Merci pour ton invitation. Ben, merci à toi, Nathalie. Vraiment, c'était un réel plaisir. Et puis, ben, j'ai hâte de te retrouver prochainement parce que c'est vrai que ton actualité est tellement riche que tu auras très certainement tout un tas d'infos à nous partager. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. À bientôt. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à suivre Nathalie qui partage vraiment des infos très accessibles et très pertinentes, notamment sur sa page Facebook, les carnets naturels de Nat. Oui, c'est ça. Merci. Moi, je suis abonnée depuis le début, c'est vraiment chouette. Merci Nathalie. Merci à toi. Merci Bruno. Merci. Au revoir. Au revoir.